Alors, bienvenue à tout le monde. On est content que vous soyez avec nous. Bienvenue à ceux qui sont en ligne et à ceux qui vont nous écouter durant les prochaines semaines. Alors, on vous souhaite la bienvenue à notre réunion. On va débuter par la reconnaissance des territoires traditionnels. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot Niitsitapi. Le traité des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina, Yare Nakota. Et nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont bien pris soin pendant plusieurs générations avant nous. Alors, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je peux avoir une personne qui propose l'adoption? Alors, conseillère associée. Est-ce qu'il y a des points de discussion? Tous ceux qui sont en faveur pour l'ordre du jour. Merci. Alors, adoption des procès-verbaux, on en a 3. Alors, pardon. Est-ce que le conseiller Harrison est en ligne? Non, le conseiller Harrison m'a envoyé un message comme quoi il ne pourra pas être présent aujourd'hui. OK. Mais on est quand même 5 et ça prend 4 pour faire un quorum. Alors, on est encore. Je veux juste être certain que je vais. Merci. Okay, merci beaucoup. Alors, réunion ordinaire. Alors, on a le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mars. Est-ce qu'une personne voudrait se porter comme proposé? Je peux proposer. Merci. Alors, conseillère Poulin, est-ce qu'il y a des points de discussion ou changement? Non, c'est bon. Bon, très bien. Tous ceux qui sont en faveur pour adopter l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 17 mars, merci. Merci, c'est adopté. La réunion extraordinaire du 27 mars, est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait proposer? Alors, je vais prendre 24 mars, merci. Et ça serait Gauthier. Alors, c'est conseiller Tchekam. Tous ceux qui sont en faveur? Merci. Et finalement, le procès-verbal pour la réunion extraordinaire du 25 mars 2026. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que vous avez eu la chance de regarder? Tout le monde c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui veut proposer? Alors, conseiller Goa. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Alors, on est rendu au rapport des comités. C'est notre 8. Alors, comme point d'information, on a reçu un rapport de comité qui est le compte-rendu du comité de gouvernance en date du 17 mars 2026. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec la présidence du comité. Merci beaucoup. Résolution en bloc. Alors, on avait 2 points pour les résolutions en bloc. Il y a le point 6.1. Conseillère Poulin, est-ce que vous voulez qu'on en discute? J'ai des questions avant la soumission, l'approbation formelle, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va le mettre en 10.3. Ça, c'est résolution. Plan capital. Et finalement, la résolution 6.2, c'est une résolution qui adopte la recommandation du comité de gouvernance concernant la mise à jour du calendrier de vérification des politiques. Je pense qu'on est tous en accord. Alors, tous ceux qui sont en accord pardon, j'ai besoin d'une personne qui propose pour 9.6. Alors, je voudrais proposer, parce qu'il y a eu des échanges tout à l'heure, qu'on le fasse sur ces cadrants, on va s'aligner sur
Monsieur. OK. Alors, 10.4. Ouais. C'est le point 6.2 qui est comité calendrier de vérification des politiques, c'est ça? J'ai un commentaire. Est-ce qu'on peut approuver le calendrier puis discuter à la prochaine réunion ce qu'on met? Parce qu'on apporte les points de la politique 8 à la prochaine réunion. Alors, sauf que la note, si vous lisez la note qui est à l'intérieur, ça nous amène à, c'est ça qui pose une ambiguïté sur là où le calendrier va. Et ça influence ma position. S'il n'y avait pas cette note-là, je vais être d'accord pour parler avec lui. Alors, on va donner la parole à la secrétaire. C'était juste une note d'information pour vous expliquer ce qui se passera après, mais il y aura forcément une adoption à faire de votre part. Donc, on vous présentera les choses, il y aura les commentaires, il y aura les explications et tout. Donc là, il s'agissait juste d'adopter le fait que le calendrier de vérification des politiques, le comité de gouvernance a travaillé dessus, et voilà ce qu'il présente. Et pour la suite, je vais vous donner plus d'informations. Le comité de gouvernance a aussi plus d'informations. Le compte rendu que vous avez eu porte énormément d'informations sur ce qui va être fait. Donc, c'était juste pour de l'information, mais ça ne touche pas à la résolution. OK. Est-ce que ça dit clairement où est-ce que le calendrier, une fois adopté, va être logé? Est-ce que ce sera une partie annexe de notre politique ou est-ce que ce sera un document vivant externe à notre politique? Ça serait en annexe, mais c'est marqué dans le compte rendu du comité de gouvernance. Et c'est justement cette partie qui pose le problème. Mais alors, dans ce cas-là, on pourra en parler au moment où on révise la politique 8, où vous proposez des changements que le comité de gouvernance m'a demandé de faire. Conseillère. J'en prends note pendant la présidente du comité, on en prend note. Dans le fond, le calendrier, ça fait comme un an qu'on continue à le pousser à chaque fois. Fait que j'aimerais ça qu'on approuve le calendrier, qu'à la prochaine réunion, on va changer, basé sur les conversations qu'on a eues après la réunion, on le mettra dans le dossier au lieu de le mettre dans le montant. Si on enlève la note, je suis OK pour pouvoir l'aider au point. Okay, alors, je fais. La note vient de disparaître. OK, c'est bon. C'est bon? Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, j'enlève le point 10.4 et on garde ça en point 6. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait proposer l'adoption des résolutions en bloc du point 6? Merci. Conseillère Saucier. Alors, conseillère Saucier propose l'adoption des résolutions en bloc, qui est vraiment le point 6.2. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Merci beaucoup. Une question, Président. Oui. Est-ce qu'on mentionne les nombres de votes étant donné que nous ne sommes pas au complet? Non, on n'est pas obligé parce qu'on est en quorum. Alors, ça va être marqué dans le procès-verbal que les gens qui étaient présents et absents. D'accord. Je pense que c'est suffisant. Merci pour la clarification. Merci. Alors, on passe au prochain point, résolution en bloc. On a fait ça, alors rapport de la présidence. Alors, premièrement, soulever la décision du Conseil de la ville de Cochrane qu'on a eue le 30 mars et de les remercier. Parce que on avait demandé au Conseil de ville de Cochrane de pouvoir nous allouer le terrain South Bow North. Et ils l'ont fait dans la réunion publique. Ils ont fait une réunion spéciale pour nous. Et dans la réunion, ça a été voté en notre faveur pour qu'on puisse avoir accès, avoir le terrain. Et je pense que ça va faire une grosse différence pour l'école de Cochrane pour avoir, on espère très prochainement, une annonce du gouvernement pour avoir une nouvelle école. Donc, je voulais remercier aussi les parents de la communauté scolaire de Cochrane qui se sont vraiment mobilisés, qui ont parlé avec plusieurs des conseillers, qui ont fait beaucoup de travail. Remercier aussi l'administration qui a fait beaucoup de travail. Je trouve que l'administration même de Franco-Sud a vraiment travaillé très fort avec l'administration de la ville de Cochrane et c'était très, très positif de ce côté-là. Et aussi remercier les conseillers de notre conseil pour s'être déplacés, pour faire des réunions. C'était vraiment quelque chose de bien. Et on est vraiment reconnaissant. Ça va être très bien pour la communauté de Cochrane.
Je voulais aussi dire peut-être au public qu'on a eu une très belle réunion de travail. On a eu 2 belles réunions de travail ce mois-ci ensemble en tant que conseil. On a eu la chance de voir une première discussion sur le budget. Je peux dire que ça va probablement être un budget qui va être un peu serré, mais on regarde attentivement là, notre responsabilité de gouvernance pour s'assurer qu'on a un bon budget pour l'année prochaine. Alors, on a déjà fait une première discussion là-dessus. Et je voulais aussi amener la formation qu'on est en train de suivre sur la gouvernance. Tout le conseil, avec l'administration, on est en train de suivre une formation de gouvernance d'à peu près 2 ans de l'Université de Sudbury. Et je pense que ça nous aide beaucoup. On a fait une session de travail, je pense, d'une journée et quart, là, durant le mois, et ça nous aide beaucoup à trouver des meilleurs outils de gouvernance et à pouvoir avancer de ce côté-là. Je voulais quand même le dire en public. Et c'est ça. Ça, c'est mon rapport. Alors, le prochain point 8, à moins qu'il y ait des questions. En fait, concernant la réunion on appelle de la présidence, est-ce qu'il y a des informations qui devraient être partagées avec nous? Quelle réunion? La réunion des présidences des conseils scolaires francophones. On a eu une réunion, c'était un CA. Il n'y a pas de point important pour nous. C'est OK. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très précis. Je peux quand même dire que la Fédération regarde à faire une étude sur le marketing pour voir avec le gouvernement comment est-ce qu'on peut travailler avec le gouvernement pour faire du marketing pour l'éducation francophone. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. On a eu des présentations de la FJA, alors Fédération des jeunes, non, Francophonie Jeunesse Alberta, qui nous ont parlé beaucoup des programmes qu'ils font et que ce sont des programmes très importants, je pense, pour le leadership de nos jeunes. On participe beaucoup à ça, alors c'était très bien. On a aussi eu une présentation de Unithéâtre et une autre organisation. Monique, si tu peux m'aider, tu te souviens de la musique là? CDM. CDM. Alors, eux aussi font un festival de théâtre, tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses qu'ils font. C'était très bien aussi d'entendre tout ça. Je pense que de notre côté, on espère pouvoir voir comment est-ce qu'on peut aider la francophonie des jeunes Alberta et Unithéâtre et CDM de pouvoir encore avoir un plus grand nombre de jeunes qui peuvent toucher. Il y a des défis de ce côté-là, mais je pense que ça serait bien qu'on ait encore plus. Et ce sont souvent les activités comme ça, les activités provinciales qui font une grosse différence pour nos jeunes. Sur la rétention, oui, mais aussi sur leur développement. Quand on voit les jeunes revenir, ils parlent souvent de ça. Alors, je trouve que c'est vraiment important de voir comment, en tant que conseil, on peut les soutenir à ce qu'ils puissent encore faire plus. Est-ce que je peux ajouter justement, cette fin de semaine, nos élèves étaient à la chicane albertaine, une pièce de théâtre. Alors, on va vous revenir dans le prochain mois. On a plusieurs prix. On a gagné, alors justement, c'était cette fin de semaine. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup d'excitement de Mme Erika hier, quand on était ensemble, à venir. Et ça se fait, je pense qu'ils sont arrivés, ces organisations-là sont arrivées à une certaine limite de ce qu'ils peuvent faire au niveau provincial, mais ce serait peut-être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut les inviter à faire certaines activités qui sont un peu plus locales, voulant dire plutôt que tout l'Alberta, et de voir comment certains étudiants un peu plus jeunes peuvent participer, vu qu'il y a moins de transport et il n'y a peut-être pas de nuitée à l'extérieur. Ça serait intéressant, je trouve, ça l'amènerait une profondeur pour notre conseil. Alors, je n'ai pas de détails, mais c'est... Merci, c'était légaliste. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole pour le point. Oui. Je vais faire un suivi sur ce point-là. Oui, je suis consciente que ces organismes-là ont des défis parce qu'au niveau organisationnel, leurs ressources, etc. Par contre, il y a des beaux modèles comme
Fédération des sports francophones de l'Alberta, qui annuellement reçoit 200 à 300 jeunes pendant une fin de semaine complète pour les Jeux francophones. Fait que ça serait intéressant de pousser ces organismes-là à aller chercher ces ressources-là supplémentaires nécessaires pour avoir plus d'élèves aussi. Parce que je pense, moi, je suis confortable d'avoir certaines choses au niveau local, mais de sortir nos jeunes de leur région, de sortir nos jeunes aussi de Franco-Sud, voir les autres jeunes dans d'autres conseils scolaires, ça a une valeur ajoutée énorme sur la rétention, leur sentiment d'appartenance à la francophonie, parce qu'ils voient qu'est-ce que c'est à l'intérieur de ce qu'ils connaissent dans les faits, dans le pays, ils sont confortables. Ça, c'était juste un petit point que je voulais mentionner. Et concernant Cochrane, est-ce qu'on a une communication qui a été envoyée au conseil municipal pour les remercier? Oui, il y a une communication qui est envoyée au maire à chaque aussi. Super, merci beaucoup. Merci. Et félicitations, parents. Et on les invite par ailleurs à notre stand, et espérons les avoir. Oui. Alors, déjeuner Saint-Pierre. Alors, je donne la parole maintenant pour le point 8 à Geneviève Poulin pour le rapport de la Société des conseillers catholiques. Oui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, quelques petites choses. C'est que l'organisme externe, supporter les sociétés de levée de fonds, ils ont assez de membres de personnes intéressées à mettre un comité en place. Donc, il y a un organisme qui va potentiellement se créer. Donc, on espère avoir des bonnes nouvelles en ce sens-là bientôt. En juin, on rencontre l'exécutif de ACSTA ici au bureau central. Ils font une tournée à tous les 2-3 ans là, dans les conseils. Donc, on devrait les recevoir. On les reçoit ici en juin. Quelques petites choses qu'on voulait aussi mentionner, c'est qu'on est en train de regarder au niveau d'un plan de promotion de l'éducation francophone catholique, parce qu'il a été soulevé par ACST qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au Canada qui ne sont pas conscients que l'éducation catholique, elle est gratuite parce que dans leur pays, ça ne l'est pas. Donc, de vraiment cibler cette portion-là pour nous. L'administration nous ont présenté un plan, un ébauche de plan qu'ils ont présentement en place en ce sens-là. Aussi, on a, je pense que certaines choses qu'il faut célébrer aussi dans ce mois-ci, c'est qu'on a plusieurs, nos écoles travaillent sur la préparation, le développement d'un livret de prière, de travailler la prière, etc. Puis on voit une belle évolution au travers de l'année. C'est vraiment quelque chose qu'on a célébré aujourd'hui. Le 15 mai, c'est la journée de la foi qui va se faire en ligne cette année. Et le 19 et 20 mai, nos élèves de 6e et aussi de la 10e à la 12e sont en retraite à Cremona. Et aussi, on a du personnel, donc je pense à nos directions, si je ne me trompe pas, qui sont à Spice et Blueprint dans les prochains jours. Donc, beaucoup de choses qui se passent dans les prochains jours. Et on a aussi, à huis clos, discuté du projet de loi 25 et un document va être transféré à la présidence du conseil pour information pour les membres du conseil. Oui, à titre confidentiel. OK, merci. Donc, je donne la parole maintenant pour le rapport de la direction générale, Monique Baker. Un grand merci et bonsoir à tous. Alors, nous avons une nouvelle directive administrative ainsi que 2 mises à jour. Alors, on continue à faire un beau travail et félicitations à l'équipe. C'est vraiment un exercice intéressant quand on se rassemble ensemble pour s'assurer que tout est bien en place. Alors, un grand merci. Subventions reçues pour la sécurité dans nos écoles. Alors, vous avez vu passer d'un mémo que j'ai partagé avec vous qu'il y a une subvention de 20 millions de dollars qui va être donnée à toutes les écoles en Alberta pour s'assurer la sécurité dans nos écoles. Et c'était des argents ciblés pour certaines choses, disons. Et puis, le ministre de l'Éducation, on est très content d'avoir reçu 121 085 $. Alors, pour le conseil scolaire, et 10% de ces argents sont ciblés pour la formation. Alors, nous, on est très heureux et excités avec l'appui de M. Rémi Lemoine et moi-même. Nous avons l'intention de mettre ensemble une équipe d'intervention d'urgence. Alors, il va y avoir la formation de nos leaders dans les écoles. Alors, on va vous ramener plus de détails comme on prend des décisions. Et on travaille présentement avec l'équipe d'opération et maintenance et on a ciblé les caméras. Alors,
on a priorisé la sécurité dans les écoles et qu'est-ce qui était priorité 1, 2, 3. Et c'était basé aussi sur la liste qui a été partagée avec nous par le ministre de l'Éducation. Alors, on est en train de faire ça. Alors, ça, c'est un beau petit cadeau. Et ensuite, on a partagé avec vous les données sur les inscriptions en date d'aujourd'hui. Alors, ça change du jour au lendemain. Déjà aujourd'hui, les chiffres ont augmenté. Alors, c'est bien pour nous. Ensuite, je tiens à remercier tous les participants. On avait 12 participants à la rencontre de la Fédération des communautés africaines et ça a été une très belle rencontre. Alors, un grand merci à tout le monde qui a participé et un grand merci aussi à Conseiller Goa qui m'a accompagné cette journée-là. Nous avons eu 2 belles présentations. Les corridors par M. Pigoué et Mme Ballot avec le corridor, le beau projet. Et ça a été très bien reçu. Ainsi, on avait 3 leaders, Mme Julie Vaillancourt, Mme Petroni et Mme Isabelle. Et c'était la présentation sur le protocole d'accueil de nos nouveaux arrivants. Alors, on a des projets pilotes que nous avons mis en place cette année et ça a vraiment évolué dans quelque chose d'extraordinaire. Et justement, ils ont eu l'occasion de partager ça à une conférence de ULI dernièrement, une conférence internationale et c'était incroyable. Les gens qui ont beaucoup apprécié notre partage. Alors, ça a vraiment, la conversation qu'on a eue avec ce groupe-là a vraiment porté fruit. Et c'était des bonnes conversations constructives où il y avait le partage entre les deux. Et ça nourrit beaucoup, moi et mon équipe, pour ramener des beaux projets comme ça pour bien répondre aux besoins de notre famille. Alors, ces 2 projets ont été beaucoup appréciés. Même, il y a certaines communautés qui nous ont demandé si on pourrait faire autre présentation à l'intérieur de leur communauté. Alors, un grand merci pour tout le monde. On continue. On s'est dit que cette rencontre est très importante pour tout le monde. Alors, c'est quelque chose que nous allons continuer pour les années futures. Et juste en revenant sur ULI, on vient justement aujourd'hui de revenir d'une conférence ici en Alberta, mais c'est une conférence internationale. Et pour la première fois, ULI, on a offert des ateliers en français. Et c'était Franco-Sud qui a pris la charge. Et on avait 3 différentes équipes. Alors, la visibilité de Franco-Sud, une conférence internationale juste à Banff ici, était très bien reçue, reconnue. Et même, je sais que l'année prochaine, on espère d'avoir une salle remplie de francophones qui partagent leurs meilleures pratiques dans les milieux minoritaires. Alors, bravo, félicitations aux 3 équipes. Je sais, quand tu parles de la fierté francophone, on l'a ressenti aujourd'hui, hier. C'était très beau. Merci beaucoup. Madame Baker, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question, il faut que je retourne. Je l'ai pas noté, c'est le cas. Okay. Maintenant, j'aimerais passer la parole. Comme vous savez, c'est l'ébauche. On fait des consultations parallèles avec tous les parents, les enseignants dans nos communautés. Alors, aujourd'hui, on fait juste un petit survol avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, un grand merci à M. Lemoine qui vous a envoyé un tableau pour aussi donner vos commentaires au fur et à mesure. Okay. Alors, bonsoir, c'est juste une présentation et je vous invite d'ajouter vos commentaires que vous avez dans le tableau. Merci Rémi. Tu penses avoir besoin de combien de temps? Sans les questions, avant les questions. Avant les questions, 15 minutes. OK. Je vais essayer dans 15. Terminé. Je pense que je vais réussir. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci, Mme Baker. Monsieur le Président, cher conseiller conseillère, merci beaucoup. Moi, c'est vraiment toujours un plaisir de présenter dans l'éducation
Comme ébauche, ce qui est important à souligner, c'est que c'est l'année 2 du plan d'éducation 25-29 et celui-ci est en lien avec le nouveau plan stratégique qui a été adopté au mois d'août 2025. Alors, moi, c'est quelque chose qui me passionne avec mon équipe. Et on a fait quelque chose d'assez serré au niveau des stratégies. Et puis, je vous ai envoyé un document qui s'appelle Rétroaction et questions des conseillers scolaires. Alors, je vous invite à le remplir, si le cœur vous le dit. Alors, ce que je vais vous demander, gardez vos questions pour la fin. Comme ça, je vais juste passer l'ébauche du plan d'éducation 2025-2029, année 2. On s'est aligné avec le plan stratégique, comme je dis. Alors, la priorité 1, optimiser le succès des élèves. Alors, vous voyez, on a. Oh, est-ce qu'il est affiché, M. Antoine, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est là? Oui, c'est beau. Désolé. Sinon, tu aurais le 6 paragraphes avant. Est-ce que je me trompe, conseiller assistant? Alors, je l'ai envoyé en choix. Quand tu es confortable. C'est correct. Je vais quand même illustrer ce que vous allez voir affiché, mais le premier objectif, établir et promouvoir un modèle pédagogique inclusif fondé sur la conception universelle de l'apprentissage et un système de soutien proactif qui répond aux besoins de chaque élève. Ça, c'est du jargon évidemment pédagogique, inclusif, qui ne change pas nécessairement d'année en année. Est-ce qu'on peut le mettre? Oui, merci beaucoup, Antoine. Et dans l'objectif, on va mettre en œuvre des pratiques pédagogiques universelles. Ça vient avec notre pyramide d'intervention, les 4 paliers que vous avez déjà vus au sujet des interventions pour nos élèves. On va favoriser l'efficacité collective avec les approches collaboratives. Alors ça, c'est super important de garder ça. C'est une stratégie qui fonctionne beaucoup. Et avoir des communautés d'apprentissage professionnel. Les communautés d'apprentissage professionnel sont vues d'un différent œil de certaines écoles. On est en train de s'aligner pour que tout le monde comprenne bien c'est quoi les communautés d'apprentissage professionnel. Encore une fois, c'est un jargon pédagogique que nous utilisons en éducation. On va monter ou descendre, s'il vous plaît. Ici, on garde évidemment les Premières Nations, Métis et Inuits. Cependant, ce qui a vraiment changé cette année, c'est que ce qui n'était pas dans l'ancien plan, c'est toute la question de vérité et réconciliation. C'est ça qu'on va miser. Et en parlant à Mme Cynthia, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important par rapport à cet apprentissage-là. Et non seulement faire des activités. Faire des activités, c'est le fun, mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment parler de vérité et réconciliation? Et les élèves vraiment se l'approprient. Et ça va prendre du temps, évidemment, parce que, comme par exemple à YouLead, on a toujours des aînés qui viennent nous parler, puis on apprend constamment. On apprend d'eux, de leurs histoires. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est ça qu'on veut faire. Encore des cours et des expériences d'apprentissage significatives qui célèbrent la richesse et la diversité. Alors, par exemple, tout ce qu'on fait au niveau de chandail orange, la journée au mois de juin également. Passer la capacité interne. Alors, ça, c'est super important parce qu'on a une nouvelle CP de Première Nation Métis Inuits cette année. Et on a Mme Jenny qui est là pour nous appuyer également. Alors, ça, c'est tous des ajouts, mais on veut bonifier ça dans toutes nos écoles avec des activités et des apprentissages. Et bon. Après, s'il vous plaît. OK, merci. Alors, encourager l'acquisition des compétences citoyennes, ça, c'est
Ça, c'est mon bébé ici. Parce que ça, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on embarque dans les 4-5 prochaines années sur toute la question éthique. Et si on regarde à la pensée critique de la désinformation, l'équilibre vie-écran, bien que là-dedans, quand on parle de cyber-citoyenneté, il y a l'IA qui rentre en jeu également, qui est super important parce qu'on veut bâtir là-dessus. Mais la stratégie, assurer que les élèves possèdent les bases éthiques de cyber-citoyenneté visant la pensée critique de la désinformation, ça, pour nous, c'est super important. On en parle de plus en plus en éducation. Il faut vraiment éduquer nos élèves. Non seulement à dire on ne peut pas faire ça, c'est tout dans le pourquoi, puis leur laisser penser de façon critique sur pourquoi est-ce qu'on est en train de vous enseigner ça. Puis ce que vous lisez, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est super important parce que même nous, comme adultes, on ne sait plus ce qui est vrai. On continue. On va aller à la priorité 2. Alors, construire l'identité francophone. À ULIL, on a présenté un atelier sur la construction identitaire et l'appartenance. Ça a été super bien reçu. Et puis, on veut encore, évidemment, on n'a pas beaucoup changé. Ça, c'est vraiment aussi notre business, la culture et l'identité francophone. Mais si on veut cultiver une fierté, un engagement actif envers la langue française comme dans la communication, l'identité et culture, en établissant des liens dynamiques et collaboratifs avec les acteurs culturels et artistiques francophones locaux, régionaux, nationaux, afin d'enrichir l'expérience des élèves et de la communauté scolaire. Alors, pour ça, on va offrir une éventail d'activités. On va obtenir la voix des élèves. Ça, c'est vraiment important. Okay? On va aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent pour la création d'activités. Mettre en place des conseils d'élèves dynamiques de chaque école. Et on veut proposer des voyages culturels. Et on veut bonifier ces activités-là. On est aussi en train de penser au niveau voyage humanitaire, voyage expérientiel, d'apprentissage, ludique. Alors, il y a tout ça qu'il faut regarder dans un voyage. On veut que les élèves reviennent et disent wow, j'ai beaucoup appris, mais je me souviens aussi parce que j'ai du plaisir. Je peux ajouter un petit point. Alors, justement, aujourd'hui, pendant la présentation, il y avait au Conseil scolaire du Canada. Et là, on se parlait pour dire, tu sais, souvent, on va à l'extérieur, international, pour faire des échanges. Mais là, il y avait un appétit pour faire ça à l'intérieur des provinces canadiennes. C'était des belles conversations aujourd'hui. Ouais. Tu sais, comme on s'en va à Ottawa, on s'en va à la compétition comme Winnipeg. Là, on parle des camps. Il y a des camps au Conseil scolaire francophone en Colombie-Britannique. Ils font ça à Revelstoke et à Golden. Golden, c'est pas loin de Canmore. J'unis des écoles. En tout cas, c'est intéressant. On peut monter. Descendre, excuse. OK, mettre en œuvre une stratégie de communication proactive et diversité des cellules de réalisation. On veut vraiment faire un effort sur les célébrations de ce qu'on fait dans nos communautés scolaires et au francophones. Et on veut vraiment mettre le paquet dans les prochaines années pour vraiment aussi déterminer comment est-ce qu'on va communiquer ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait d'extraordinaire, pour que les gens le sachent at large dans le sud de la province et même au niveau de la province. Alors, faire connaître les artistes. Ici, on a élaboré un inventaire d'activités culturelles, encore une fois, puis on veut diffuser activement les activités par des canaux efficaces afin d'encourager leur participation et renforcer les liens avec la communauté. Descendre. Prochain. Alors, ça, c'est nouveau. Hein? On l'a aligné avec le plan stratégique. Alors, on s'est vraiment basé sur cette culture organisationnelle. Qu'est-ce qu'on propose comme stratégie?
La conception universelle de l'apprentissage, ça c'est quelque chose qui est essentiel en pédagogie et au niveau systémique dans chaque école. Alors ça, c'est pour ça qu'on parle de culture organisationnelle. Congrès de l'Institut d'études d'apprentissage, ça c'est immanquable parce qu'au niveau national, c'est en ligne, c'est gratuit, les gens peuvent se former quand ils veulent. Et ça revient, là, quelqu'un peut juste se retourner et aller voir. C'est tous des spécialistes incroyables qui font des formations, des ateliers. Congrès immanquable du Franco-Sud, ça c'est quelque chose qu'on doit continuer à parfaire. Assurer une collaboration étroite avec le consortium, ça aussi le consortium, c'est des choses qu'on n'était pas nécessairement dans l'ancien. C'est des choses qu'il faut absolument comme stratégie aller toucher. Formation de santé mentale des membres du personnel. Au niveau organisationnel, il faut être en mesure de former notre personnel, parce que c'est notre personnel qui prend soin de nos élèves. Nos élèves, c'est notre but, au lieu qu'ils soient guéris. Et clarifier les portions de journée sans enseignement. Et ça, on consulte continuellement avec les directions d'école. On vient de les rencontrer sur savoir quoi les journées sans enseignement. Parce qu'il y a une portion, oui, moi je comprends, quand j'étais directeur, je vais avoir ma journée à mon école développée. Mais en même temps, nous, comme conseil, au niveau structurel et systémique, il faut être en mesure de dire non, cette journée-là, c'est sur ça. Par exemple, si on va sur vérité et réconciliation, on doit faire des choses qui sont communes. Après le programme de mentorat et l'Académie de leadership, les deux, on s'est embarqué cette année dans des gros projets de mentorat et de l'Académie de leadership. Ça a été un succès, je pense. Cette année, on a beaucoup travaillé, puis c'est quelque chose qu'on va continuellement améliorer. On va aller chercher des experts aussi qui vont venir donner des formations. Prochain. Bon, une grosse question. Dans le plan stratégique, la priorité 4 aussi, devenir le choix incontournable. Et oui, la rétention. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut continuellement y revenir. Il faut continuellement trouver des stratégies. Et il faut continuellement poser la question à nos élèves. Oui, on a nos sondages, petite communication par l'école. Et là, on pense aussi oui, on doit avoir tous nos programmes comme indiqué ici. Crédit double reconnaissance, inciter les élèves à créer des vidéos, limiter le fait produit niveau primaire ou secondaire. Et on sait que c'est difficile d'avoir des CA 1, 2, 3, 4 dans la même classe au secondaire, ou avoir des niveaux comme on a 3e, 4e, 5e, 6e année dans une classe. Cependant, encore plus là-dedans, moi, ce qu'on veut, c'est aller chercher nos élèves des billets de sortie. Sortir de notre conseil et les parents aussi. On veut même les rencontrer. Pourquoi vous sortez vous? Pourquoi vous choisissez? On veut savoir de façon qu'on. Dynamiser le service, les programmes spécialisés. Alors ici, EPT, c'est des bonifiés là dans chaque école. On monte, s'il vous plaît. Yes, ouais, comme ça. Ici. Engager activement les élèves dans les processus décisionnels en leur donnant un rôle significatif. Alors, pour nos prochaines écoles aussi, on va construire, on va aller les consulter. Et voir qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'école au préalable. Si personne ne s'intéresse à toutes nos nouvelles écoles où il y a une shop mécanique, peut-être qu'on va penser à un autre local à construire dans nos prochaines écoles. Est-ce que les élèves veulent une charge mécanique pour les autos? Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut continuellement réfléchir. Créer des liens avec des universités francophones, anglophones et des collèges de métiers pour répondre aux intérêts des élèves. Ce n'est pas parce qu'un élève francophone termine ici. Il y a des fois des programmes en anglais, c'est juste, ça existe seulement en anglais. Ou c'est mieux coté.
ou c'est une université où ils ont cette expérience-là. Et c'est correct. Mais il faut voir avec les élèves, hey, savais-tu que ce programme-là existe en français? C'est à Montréal. Tu es allé à Montréal? L'éducation est moins chère. C'est beaucoup moins cher. Prochain. Et la catholicité. Désolée, Oui. peux-tu juste revenir sur le point-là? Oui. Puis, quelque chose à juste mentionner aussi qu'on veut faire l'analyse en profondeur pour chaque école, pour aller voir c'est quoi les défis, parce que chaque communauté est différente. Et comment est-ce que nous, on peut accompagner chaque communauté avec leurs défis spécifiques, surtout avec la rétention qu'on avait discuté, tu sais, de la 7e à la 9e, ensuite la 9e à la 8e. Alors, ça va être des beaux projets. C'est ça. Alors, c'est donc nos statistiques, là, 6e, 9e, où est-ce qu'ils sont? Alors, accompagner l'élève dans un cheminement catholique. La priorité 5, faire vivre leurs valeurs catholiques au quotidien en multipliant les initiatives pastorales et les partenariats communautaires, tout en offrant au personnel des formations réseau. Alors, au niveau des formations, ça va être important de continuer et de bonifier les formations pour le personnel des écoles catholiques. Et offrir des opportunités qui permettent aux élèves de développer leur sens du soi, incluant l'identité spirituelle, valeurs personnelles et compréhension de leur rôle. Encore une fois, formation des enseignants. S'assurer un continuum dans les cours de religion pour éviter les répétitions. Ça aussi, c'est important parce que des fois, les élèves, ils vont arriver première année, deuxième, troisième, c'est comme quand on a vu ça l'année passée, etc., etc. C'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut développer ça dans nos écoles. Baser davantage sur les valeurs, baser davantage sur les valeurs sur les écoles en région où continue, s'il vous plaît, Antoine. Et on l'a mis en vert parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est revenu et qu'on est en train de songer. Tu sais, on parle de voyage humanitaire. Oui, on aimerait ça à large aussi. Mais pour nos écoles catholiques, c'est peut-être quelque chose seulement les écoles catholiques qui pourraient aller en voyage humanitaire dans comment tu appelles ça, un but religieux dans une communauté religieuse dans le Sermon, par exemple. Alors ça, c'est des choses que, par exemple, j'ai déjà vécu ailleurs, puis qu'on peut aller dans des communautés à côté et aider pour un projet humanitaire. Alors ça, en gros, c'est vraiment l'ébauche du plan d'éducation. Et moi, ce que j'ai besoin de vous, oui, c'est vos rétroactions. En ce moment, les écoles sont en train de présenter à leur personnel et au conseil d'école cette ébauche. Et puis, j'ai déjà des rétroactions. Nous autres, on va le regarder en équipe. Et lorsqu'il vient le temps de le présenter officiellement, je vais avoir un document plus étoffé que ça. Mais essentiellement, ce sera ça. Et évidemment, toute la démarche prise, comme l'avait fait l'an passé, sur comment est-ce qu'on fait un plan d'éducation. Alors, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, je suis prêt. Merci. OK. C'était très difficile de m'arrêter pendant que vous présentiez, mais merci beaucoup pour la présentation et pour les détails fournis. Donc, j'aurais quelques questions et commentaires. Donc, le premier, la première question, c'est tout en étant conscient des contraintes budgétaires. Est-ce que l'administration pourrait considérer les bénéfices d'un voyage en réserve ou dans les clans des Premières Nations afin que les élèves puissent apprendre de l'environnement, apprendre de l'histoire, vérité et réconciliation? Je vais juste aller voir le document. Alors, lorsqu'on parle tu sais, ça rentre très bien dans offrir des cours et des expériences d'apprentissage significatives. Ça rentre là-dedans. Je ne peux pas vous dire que oui, on a déjà planifié ça. C'est qu'avec Cynthia, elle a déjà un bon plan sur
On a déjà un bon plan avec le personnel. On l'a fait tout ici au niveau du conseil. On est allé à Blackfoot Crossing. Et oui, on peut transmettre ça à nos élèves. Nos élèves ont la chance d'aller, par exemple, Blackfoot Crossing et dormir. Parce que tu peux même faire une retraite, tu peux dormir dans les tipis, tu peux apporter une classe. Alors ça, c'est des choses qu'on veut explorer. Je pense que les enfants vont bien aimé dormir. Oh, ouais, je pense que ça sera une très bonne valeur ajoutée. Alors, mon deuxième commentaire, c'est on est en train de travailler au niveau du conseil sur nos indicateurs de performance clés et la manière dont on observe et on réagit au rapport et aux données change un peu. Donc, quand on parle par exemple de la fierté francophone, c'est pas pour avoir des réponses maintenant, mais la question qui me vient, c'est comment est-ce que, au point de vue administratif, vous mesurez la fierté francophone? Et c'est par le nombre d'élèves qui sont fortement engagés dans le club. Mais c'est juste une question que je pose pour planter les décors, pas pour avoir une réponse. Bon, la fierté, on passe par des sondages. Ça, c'est certain. On va demander comment ils ont apprécié, qu'est-ce que ça leur a fait à leur fierté, leur appartenance dans leur école ou avec l'activité présentée. Il y a quand même plusieurs moyens pour aller chercher les données sur la fierté. Et justement, on parlait, tu sais, le nombre d'activités que nous offrons aussi à nos élèves et à nos communautés, mais c'est aussi la diversité des activités. Et on a noté particulièrement cette année l'implication, tu sais, on a beaucoup plus d'écoles qui participent ainsi que des élèves qui s'en parlent. La fierté francophone, ça c'est quelque chose, tu sais, que les gens tiennent à cœur, c'est émotionnel aussi. Alors, il y a une partie qu'on peut certainement avoir des données qui parlent que la réussite à ça, mais il y a aussi, tu sais, pour moi, là, c'est le témoignage de nos élèves aussi. La fierté, c'est personnel. Oui. C'est ce qu'ils ressentent. Il y en a qui peuvent passer et ils ne ressentent pas nécessairement une fierté non plus. Mais ils vont quand même venir à apprécier l'activité en français, puis venir à se dire hey, regarde, moi, je suis sorti en 12e année, là, et j'ai des expériences fantastiques. Est-ce qu'ils vont être capables de le verbaliser? Ça dépend de l'individu, évidemment. Puis qu'est-ce que ça leur a dit comme activité francophone? OK. Et il faudrait qu'on trouve un moyen de capter cette donnée parce que si on va vers des indicateurs de performance clés, on aura besoin de mesurer, ça peut être qualitativement ou quantitativement, mais il faudra pouvoir capter l'information. Mais du point de vue de la technologie, quand j'ai regardé la dernière colonne de mesure, je pense peut-être qu'il serait opportun de dissocier les outils de mesure des indicateurs ou des résultats qu'on veut atteindre. Parce qu'à l'intérieur de cette colonne, j'ai vu à la fois des outils de mesure et j'ai vu des indicateurs. Donc, peut-être. C'est ça, il va y avoir. On peut facilement mettre mesure puis indicateur résultat escompté. Oui, ce sera plus facile de comprendre. Et puis, mes deux derniers commentaires. Ça fait à peu près un an et plus qu'on parle de l'Académie de leadership. Est-ce qu'on a déjà on peut avoir des chiffres sur combien de leaders sont dans la cohorte actuellement? Alors, l'Académie qu'on a commencé cette année, on a inclus toutes les directions adjointes. On s'est assuré là, que. Parce qu'on avait pensé à plusieurs modèles avant de le commencer. On se disait, on va commencer chaque les élections, on va commencer jusqu'à le CIGRO. On a dit, c'est quoi? Ce sont des leaders. Un leader, c'est un leader. Ils sont juste à différents niveaux. Alors, on a vraiment commencé sur c'est quoi le leadership? C'est quoi les styles de leadership? Puis, on les a fait vraiment réfléchir sur leur leadership. Puis, ça a donné une réflexion aux directions qui n'ont pas nécessairement, même nos anciens, ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont là,
quand tu leur demandes, on avait des affiches, je vais te donner un exemple, on a des affiches de leaders à travers le monde. Mandela, Steve Jobs, Carnegie, etc. Et on voulait identifier leur style de leadership. Mais nous, on a mis nos On a photos. mis nos photos. Ouais, puis ils nous ont identifié quelle sorte de leaders sommes-nous après avoir étudié les 7 styles de leadership. C'était bien. Et ils ont mis des collants sur, OK, oui, ben, moi, je vois ça dans Lenny, moi, je vois ça dans Monique, je vois ça dans Mark Carney, je vois ça dans. Puis c'est pas difficile à identifier quelle sorte de leader une personne est. Et on peut avoir 1, 2, 3 styles de leadership, dépendant du contexte dans lequel on navigue. Alors, si moi, je dois être directif, ben, si tu es directeur d'école, tu ne peux pas être directif, là, tu vas manger, ça va être difficile. Ça risque d'être difficile. Tu ne peux pas toujours être directif parce que là, le monde, personne ne va t'aimer. Alors, tu sais, c'est vraiment ça. Ça dépend du contexte dans lequel tu te retrouves et des situations. Parce que il y a beaucoup de leaders, ce qui aide beaucoup en éducation quand tu as un leadership situationnel, qui veut dire justement ça, c'est qu'il est capable de s'adapter à la situation facilement, capable de naviguer là-dedans et dire, oh boy, OK, on a eu un lockdown, comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je suis un leader là, qui panique tout le temps? Mais si tu es tout le temps en train de paniquer, là, ton staff va paniquer. Ça faut que tu restes calme. C'est ça qu'on essaie toujours de rester calme comme directeur. Dans le LQS, les qualités de leadership de la province de l'Alberta, les directions d'école, les normes. On parle vraiment le premier LQS, c'est les relations. Même chose pour les enseignants. Et on a vraiment travaillé le relationnel avec l'Académie de leadership au début. Alors voilà. Et pour les statistiques, je vais vous ramener ça dans des rapports, combien de personnes ont participé, des choses comme ça. Ça va être clé. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques autres petites questions, mais il reste à peu près 4 minutes pour ce point-là. Moi, j'aurais une question, mais je vais passer à la fin. Alors, Geneviève, Arnaud, et de mettre les commentaires dans le tableau. Oui, donc merci beaucoup pour la présentation. Une des choses que je trouve importante, moi, qui ressort deux choses, c'est que tout ce qui est la question de Première Nation, mais je pense qu'on fait déjà des belles choses. On a fait des beaux projets par le passé, mais je suis contente de le voir dans ce document-là. C'est prioritaire pour moi. J'avais envoyé une question concernant les cours d'Aboriginal Studies. C'est étrange, je n'ai pas le terme en anglais, mais si on peut, à l'intérieur de nos organismes francophones ou avec des partenaires qui sont Première Nation, développer un cours. Moi, ça serait un idéal à Franco-Sud. Et je vais pousser un petit peu plus loin, c'est qu'on a des exemples de cours au niveau provincial, que ce soit avec Francophonie Jeunesse. On a parlé tantôt CDM Unitaire qui offre des cours de façon différente. Nos jeunes reçoivent des crédits. Ce modèle-là, moi, m'intéresse beaucoup aussi, surtout si on est pour aller piger des experts qui ne sont pas dans nos écoles. Fait que c'est un petit commentaire. Oui. Je trouvais important. On est vraiment choyé à Franco-Sud. Je pense qu'on a Mme Cynthia Noyer qui a écrit des normes pour Alberta Education et qui a développé des cours. Alors, on est très choyé. Puis pour moi, mais je vais pousser pour moi, en ligne pour ça, c'est énorme. C'est une des. Parce qu'il y a tellement de l'apprentissage concret avec le toucher, le vivre. Puis je pense que c'est essentiel pour nos enfants de l'apprendre de cette façon-là aussi. J'espère que dans toutes les questions au niveau de pas la sécurité numérique, mais l'accession citoyenneté numérique, qu'on va aussi suivre avec potentiellement des directives administratives en lien à comment supporter l'enseignant, et surtout comment on doit changer l'évaluation, parce que c'est pas juste de bloquer un jeune utilisé, mais il faut peut-être changer comment on évalue. Je vais juste le dire comme ça. Mais donc, c'est ça. Et mon dernier commentaire était en lien avec les stratégies de communication proactive diversifiées. Je pense que souvent nos écoles sont outillées pour être les meilleures personnes pour porter le message, s'assurer que le message
de ce qu'ils font, ce que leurs élèves font de façon positive, les belles choses qui sont faites dans leurs écoles. Fait que si on pourrait, je sais qu'on a commencé à ouvrir, décentraliser un petit peu tout ce qui est l'aspect communication externe, mais offrir aussi des formations à notre personnel en lien à comment on approche, comment on communique avec un média, etc. Tout en s'assurant, bien sûr, de laisser l'administration informée de ce qui se passe, mais de leur donner ces outils-là pour qu'eux peuvent faire connaître les belles choses qui se passent dans leur communauté. Puis moi, je suis persuadée que plus on voit nos écoles, nos élèves, notre succès dans nos communautés, mieux ça va se refléter dans, que ce soit l'inscription, la rétention, etc. Merci. Et merci pour la Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle présentation. Moi, ma question, c'est de savoir, en fait, je pense qu'on avait parlé comment on appelle, du programme d'échange national ou aussi national. Je parlais ce week-end, en fait, avec une mère à l'ami de mon fils qui me disait que sa plus belle expérience de la vie, d'avoir fait un programme, en fait, d'échange au Burkina Faso. Et là, ça m'a... C'est une belle Ouais. Oui. Donc, je me suis dit, où est-ce qu'on en est avec ce programme-là dans l'éducation? On n'est pas loin avec ça, mais je sais qu'on en avait discuté, là, puis vraiment, on n'est pas rendu là non plus avec nos discussions et tout, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. qu'on aimerait apporter. Puis je vais ramener encore le fait que je suis allé faire l'exploration quand j'étais dans un autre conseil. On est allé en Afrique, on est allé à Côte d'Ivoire pour explorer justement faire un échange d'une semaine ou 2 semaines avec nos élèves. Mais c'est pas perdu, puis c'est quelque chose qu'on... Moi, je pense que peut-être pour planter le chose, est-ce qu'on ne peut pas commencer au niveau national si international serait plus, on appelle, ambitieux? Au niveau national, je pense que les programmes se ressemblent et puis la culture au niveau familial se ressemble. Est-ce qu'on ne peut pas commencer plus tôt au niveau national et puis après bâtir là-dessus? Ça serait la prévalence. Ouais. Même provincial, national, international. On peut changer avec un autre conseil, proche, OBC, Saskatchewan. Merci. Alors moi, juste un petit commentaire. J'ai trouvé que quand on parlait de rétention, que c'était vraiment important et qui a vraiment aimé l'idée de l'entrevue de sortie avec les parents et les enfants et les élèves. Je trouve qu'on a besoin de mieux comprendre, pas seulement pourquoi, mais quand est-ce qu'ils ont pris la décision, quand est-ce qu'ils ont commencé à penser à leurs options pour les années futures. Je pense que ça serait intéressant d'apprendre ces deux côtés-là. Et on va trouver des solutions et on s'améliore. Alors ça, c'est la réalité. On s'améliore déjà. Les nouvelles constructions d'écoles aussi vont nous aider dans tout ça. Alors, je suis convaincu qu'on avance de la bonne direction, mais je suis vraiment content d'entendre ça. Je peux juste ajouter un commentaire? Ça nos entrevues, dans un autre conseil où j'étais, nos entrevues à la maternelle, parce qu'on faisait nos entrevues, ils venaient à l'école, puis on posait des questions sur la famille avec l'élève qui était là. Puis on commençait à voir, tu vas venir à l'école, puis c'était avant de rentrer en maternelle. On posait la question aux parents. Où est-ce que vous voyez votre enfant en 12e année? Puis ça permettait du parent déjà de songer à où est-ce que vous voyez votre enfant. Alors, je le dis comme ça, mais ce serait aussi quelque chose qu'on pourrait explorer dans nos entrevues début en maternelle. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça, c'est la fin de la présentation pour le plan d'éducation version 2026-2027. Est-ce qu'on peut avoir une date limite sur la rétroaction? Oh, pour les commentaires du tableau. Et là, l'intention, c'est de revoir le tout à une session de travail. Ensuite, la prochaine fois, quand on vient avec, c'est fin mai. Mais pour l'administration, nous procédons la rétroaction des conseillers, ce serait quoi? Le premier. 1er mai? OK. Merci.
Alors, on est maintenant dans le point 10, gouvernance, nouveau dossier. Approbation de la déclaration d'engagement pour financer l'ajout d'espace à la petite enfance, école Harvest Hill, MA6. Madame Baker, 10 minutes. Alors, ça ne prendra pas si longtemps que ça. Alors, comme vous savez, on avait fait demande auprès de la subvention pour l'espace additionnel pour la petite enfance pour Harvest Hills. C'est le building là. Alors, on a reçu le financement. Le financement est maximal de 2 622 800 et c'est pour la construction de 250 mètres carrés d'espace additionnel. Et c'est vraiment, si vous regardez à Silverado, le même modèle. Alors, 3 classes. Alors, le but de ce financement, c'est comme quand on a reçu des argents de Airdrie pour la deuxième gymnase, même genre de situation. Alors, eux, ils nous donnent cet argent si, pour une raison ou une autre, Franco-Sud choisit d'aller au-delà, ça nous appartient. Okay. Alors, ça prendrait... Est-ce qu'une personne veut proposer? Moi, j'ai des questions. Oui, mais on va pas, je propose. Alors, conseiller Gouard propose. Point de discussion. Oui. OK. Moi, la seule chose que je vais soulever, c'est que j'aimerais beaucoup que dans le processus sur l'administratif, que vous alliez consulter les experts en petite enfance pour faire le design des infrastructures qui sont faites de façon adéquate. Dans certains des projets récents, que ce soit Franco-Sud ou autre, là, il y a des petites choses qui ont peut-être pas été pensées au niveau de petite enfance. Donc c'est ça. Vous avez des experts en francophonie qui peuvent vous aider. Vous avez potentiellement des experts au niveau anglophone. Puis je préférerais, si c'est possible, que ça ne soit pas nécessairement la personne. Il faut que ça se fasse avant la construction, le design, exemple. C'est une idée simple, juste la hauteur des fenêtres, des fois c'est mal pensé. Des petites choses comme ça qui peuvent être réglées tout de suite avant. Et il y a des beaux modèles là, qui viennent de se faire récemment. Oui. Donc, je vais l'arrêter. Oui. Alors, j'ai eu la bonne conversation avec Mme Stéphanie qui accompagne M. Delouf dans les projets d'infrastructure et elle a confirmé que justement, alors la façon dont ça a été fait, c'est l'architecte a travaillé avec l'école, mais avec l'ajout sur le coût. Alors, tout ça a été, il y a des discussions et des considérations qui ont eu lieu. Ils ont utilisé le modèle de Silverado comme un bon modèle de point de départ. Ils ont été voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, etc. Okay. Alors, elle a pu confirmer qu'ils travaillent avec les gens experts pour s'assurer. En petite enfance. Moi, c'est ce que je vous enverrai vers, c'est les experts en petite enfance pour penser hauteur. Je sais qu'ils ont parlé aux gestionnaires de Silverado, présent, avec qu'est-ce qui a bien fait la demande. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas des normes? Il y a des normes. Il y a des normes, puis souvent, malheureusement, dans certains projets récents, je ne dis pas que c'est nécessairement Franco-Sud, où la façon que ça a été construit, tu perds dans les pieds carrés. Donc, au lieu d'être une classe de 16, ben, il faut que tu tombes à 14. Mais si telle chose aurait été construite autrement, tu aurais pu avoir 16 enfants. Donc, il y a des choses, des petites bévues qu'on ne sait pas, mais qu'on peut faire sans s'en rendre compte, ou des toilettes, mais trop basses, dépendamment des âges, ou des choses comme ça. Je pense qu'on va continuer. Merci beaucoup. Alors, j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions qu'on passe au vote? Moi, je voulais demander, c'est pour combien d'enfants? 40. Désolée, je l'avais écrit puis j'ai oublié de penser. Une chose qui me trotte dans la tête, puis c'est pas pour ça ici, mais c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait doubler le nombre d'enfants qu'on a dans nos garderies, dans différentes écoles, peut-être pas toutes à l'école même, mais peut-être de faire des partenariats avec d'autres centres de petite enfance, où est-ce qu'ils peuvent devenir francophones, et on a comme je sais pas comment, des garderies on-site, qui sont dans l'école, puis d'autres qui sont des partenaires avec nous, qui sont à l'extérieur. Je trouve que ça serait super intéressant. Je ne sais même pas si c'est possible. C'est un rêve, là, mais je ne sais pas si c'est possible. Et puis la Fédération des FPFA. FPSA, oui,
Oui, ils ont un programme qui est financé par le Fonds Femmes fédéraux qui va accompagner les garderies francophones. Et évidemment, il peut y avoir une relation tripartite. Ce serait intéressant d'avoir des partenariats parce que si on peut doubler, tripler le nombre d'enfants qu'on a de nos garderies, ça fait que les premières années, les maternelles et tout ça, ça va rentrer encore mieux. Ouais. En tout cas, c'est pas moi je suis pas dans l'opérationnel, mais ça serait intéressant. Juste pour qu'on parents d'enfants, c'est un groupe de. En tout cas, moi, je trouve que c'est limité 40. C'est une petite garderie. Donc, j'aimerais savoir, parce que tu as des limites en lien avec les âges que tu peux mettre dans un local. Donc, tu peux avoir un plus petit local, mais mettre avec différents âges, etc. C'est la subvention qu'on a reçue, et puis on est vraiment heureux d'avoir eu ça, parce que c'est pas tout le monde qui reçoit. Parce que maintenant, il faut faire une demande à travers de building blocks, et c'est pas toujours une donnée. Ça, c'est nouveau, ce financement-là, building blocks. Alors, on va les remercier. Conseiller Goa propose qu'on considère d'accepter l'argent. Alors, tous ceux qui sont en faveur. On parle de 2 722 800 pour 250 000 d'espace. Comme on vient de dire, tous ceux qui sont en faveur, évidemment. Tous ceux qui sont contre. Je voudrais juste indiquer que la proposition, c'est pas juste ça. La proposition, ça dit aussi que si les frais dépassent le montant, c'est nous qui sommes responsables. Je pense que ça vaut la peine de lire la proposition. Je vais lire la proposition. Merci. Conseiller Goa propose, considérant l'acceptation par le gouvernement de l'Alberta d'accorder au Conseil scolaire Franco-Sud un financement maximum de 2,6 quelque chose millions pour la construction d'un espace additionnel de 250 mètres carrés destiné à la petite enfance dans la nouvelle école publique Harvest Hill, MA6, située au nord de Calgary, et les informations actuelles disponibles selon lesquelles ce montant devrait suffire à la réalisation des travaux prévus, que le Conseil autorise le Conseil scolaire Franco-Sud à signer la déclaration d'engagement, Statement of Commitment, avec le gouvernement de l'Alberta. Le Conseil reconnaisse que tout dépassement du coût au-delà du montant accordé sera entièrement assumé à sa charge. Tous ceux qui sont en faveur. Merci. Donc, on est maintenant au point 10.2. Si on veut. Une pause? Je donne un peu soin d'elle. D'abord, juste avant de C'est ça qui est. OK, c'est bon. OK. Alors, approbation de cours développés localement. Alors, Monsieur Lemoine, 5 minutes. Ah, oui. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais c'est à force de juste, on crée des cours localement. On a besoin de l'approbation. C'est une question technique. Si vous voyez l'avant-dernière colonne, c'est la première année du cours qui a été présentée, puis la dernière année. Alors, par exemple, Beaux-Arts, danse, 10e année. La dernière année de ce programme-là, c'est 2026-27, l'année prochaine. Alors, ça, c'est des cours qu'on veut être en mesure de développer localement, parce que c'est les intérêts des élèves. C'est les élèves qui disent, est-ce qu'on peut avoir ce cours-là? Alors, il y a des écoles qui demandent, puis avec Mme Elisabeth Tremblay, elle s'assure que ces cours-là sont envoyés à vous pour l'approbation. Une question rapide. Et le cours d'astronomie, ça a l'air très pointueux, et qui donne ces cours-là? C'est très spécial. Bien, ce serait un enseignant qui s'intéresse, qui est intéressé, peut l'enseigner. C'est un programme. Localement. Une seule question. On mentionne dans la proposition les conseils scolaires mentionnés. J'essaie de voir quels sont les conseils scolaires qui ont préparé les documents, mais. Les conseils locaux, développer localement par les conseils scolaires mentionnés.
je ne vois pas de mentionner des conseils écoles qui ont développé. C'est tout conseil scolaire mélangé. C'est ça? Il y a Edmonton, Ouais. il y a Comme, Centre. C'est avec c'est que, je donne un exemple, on va dire, il y a Edmonton Catholic, disons. Il a décidé de développer un cours. Ben, nous, on peut le prendre. 2, parce que c'est des choses qu'on se C'est partage. déjà développé Il est localement. déjà, ça fait que nous autres, on veut se l'approprier pour le développer pour nous. C'est ça que je comprenais parce que quand je voyais astronomie, je me demandais que c'était un professeur en plus. Non. Il le développe. Non. Voilà, Alors, c'est parce que. Qu'est-ce que c'est? C'est des cours qui sont développés localement, qui sont approuvés par le ministre de l'Éducation et nous, on demande l'approbation de Parce qu'ils ont des programmes d'études. les utiliser dans nos écoles. Parce que c'est développé localement. Alors, on propose un amendement à la résolution. On voudrait enlever les mots. Alors, des cours suivants développés localement par des conseils scolaires, puis on enlèverait le mot mentionné. Par d'autres Par d'autres conseils scolaires avec leur approbation telle que détaillée ci-dessous. Ça pourrait aller. Juste développer localement. Oui, mais c'est parce qu'avec leur approbation, il faudrait qu'on dise que c'est des conseils scolaires. Si on met d'autres conseils scolaires, on aurait mentionné, avec leur approbation. C'est bon. Est-ce que ça peut être... Ok, merci. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait proposer la nouvelle proposition? Ce serait le conseiller Goa. Non, QCAM. Merci. Est-ce qu'il y a des discussions? Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est au point 10.3, résolution du plan capital. Donc, ça, c'est l'ancien point 6.1 qu'on a sorti. Je vais donner la parole à Geneviève, qui, je crois que c'était le conseiller Poulin qui voulait sortir le document. Oui, merci. Attendez, je le retrouve ici. OK. Il y a certaines compagnies qui me posent souci un petit peu, certaines choses ici qui me posent souci en lien avec les noms du Right Holder and Catchment Area. On fait référence toujours au recensement de 2021, mais les chiffres qu'on indique ne semblent pas prendre en considération l'ajustement qui avait été fait en 2023 par le gouvernement fédéral. Je vais vous dire comment ça s'appelait exactement. Ça s'appelait l'étude sur la sous-classification des enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire au recensement 2021. Donc, en 2024, le gouvernement fédéral, sous la pression des organismes francophones nationaux, avait revu les données du recensement 2021 pour ajuster, basé sur certaines situations familiales spécifiques. Donc, pour la région, juste pour vous donner un exemple, pour la région région métropolitaine de Calgary, on parle d'à peu près 2400 élèves supplémentaires de plus qu'on aurait. Puis je ne comprends pas pourquoi on n'inclut pas ça dans nos données de recensement comme ça. Si on a plus d'enfants qui sont éligibles, on peut potentiellement aller chercher des écoles qui sont un petit peu plus grosses. Et peut-être qu'on veut revenir sur la question. Je sais qu'Antoine est là, puis il a travaillé en étroite collaboration avec Stéphane et Stéphanie là-dessus. Je ne sais pas, aurais-tu une réponse à cette question, Antoine? Sinon, je vais revenir avec la clarification la semaine prochaine quand M. Deleuze sera de retour de ses calculs. Je pense que c'est quand même un bon point. Si c'est le gouvernement qui fait le recensement, c'est le même gouvernement qui fait une rétroaction, fait un changement. Ça, on pourrait prendre ça en compte. Je pense que ça se tient quand même bien là. Et juste pour l'Alberta, au total, c'est presque 808 000 élèves qui n'avaient pas été comptabilisés. Pour la région, j'ai le document devant moi, région de Calgary, région métropolitaine, RMR, région métropolitaine de recensement, 2455. Puis on parle d'à peu près 2000 autres élèves. Tout ce qui est rural, ça n'inclut pas Cochrane, Erie, Chestermere, ça n'inclut pas ceux-là.
parce qu'on est inclus dans la région métropolitaine de Calgary. Fait que, tu sais, dans Brooks, Lethbridge, il y a Canmore, il y a peut-être une masse d'élèves qui ne sont pas non plus dans ces chiffres-là présentement sur nos. Donc, je posais la question, je ne semblais pas le voir, mais si on peut revenir avec la question ou potentiellement ajuster aux besoins, j'apprécierais, je trouve que ça serait pertinent pour le conseil C'est un bon point de de faire vue. ça. Puis, là, je vais être étonnante, j'ai 2 coquilles. C'est que la première, ça sera la page 35, justement en lien avec Chestermere. On indique que c'est eligible francophone students 0 to 18. Puis en dessous, il y a un tableau. Puis si on calcule le tableau, ça donne 740. C'est une coquille. Mais je voudrais juste qu'on s'assure d'avoir le bon chiffre, surtout si c'est des documents qu'on veut utiliser pour le démarchage. Et j'avais une autre coquille. Antoine a dit oui, il peut répondre. OK, merci. À toi la parole, Antoine. C'est pour les chiffres, entre autres, là, c'est que je suis conscient qu'il y a un ajustement qui a été fait en 2024. Nous, par contre, on a payé Statistique Canada pour avoir des analyses plus poussées en 2021 suite au recensement. Fait que, on s'est des demandes spéciales qu'on a faites pour avoir des choses comme, par exemple, les ayants droit ventilés pour tous les quartiers de Calgary, par exemple, pour qu'on puisse après ça les identifier. Il y en a combien en fait, dans chaque quartier, puis après ça, on est capable de dire nord-ouest, sud-ouest, dans chaque cadran, on est capable aussi de ventiler de cette façon-là. Mais ça n'a pas été fait là en fonction de l'ajustement de 2024. Fait que nous, pour être consistant, on a toujours continué à utiliser, en fait, les chiffres de 2021 qu'on avait de façon détaillée. Et puis, il faut savoir que ces chiffres-là aussi, je crois comprendre que déjà pour Canmore, Geneviève, mais pour les autres régions, quand on regarde sur le site web de ce qui a été publié par le fédéral, les seuls qui sont disponibles, ce sont essentiellement Calgary, Red Deer, Edmonton. C'est pas mal ça. Donc, on les a pas, je les ai pas en détail pour Medicine-Hat, je les ai pas pour Cochrane, je les ai pas pour Lethbridge, par exemple, donc je les ai pas pour nos autres villes, là. Fait que nous, pour être consistant, on prend toujours ça de 2021. C'est sûr que pour Calgary, c'est là qu'il y a un 9% d'écart, ça représente un petit pourcentage, mais après ça, dans les villes comme dans les villes comme Cochrane, c'est qu'on n'était pas à l'aise de dire, ben, vu que c'est 9% à Calgary, on bonifie de 9% partout, vu qu'on n'avait pas les vrais chiffres à utiliser, là. Donc, c'est pour ça qu'on continue à utiliser 2021. À ce moment-là, honnêtement, pour les besoins du plan, ça change pas grand-chose que les chiffres soient de 2021. Pour le prochain, on risque peut-être d'avoir d'ici là le prochain recensement. Et puis là, les chiffres vont être ajoutés en conséquence. Mais c'est pour ça, là, vu qu'on n'a pas les analyses poussées, puis vu qu'on n'a pas les comparatifs pour tous nos territoires, là, c'est pour ça qu'on prend toujours la base 2021 qu'on a reçue en 2022. Merci, Antoine. Ben, je peux comprendre, mais je respecte le processus qui est en place, mais sauf que pour moi, 2000 élèves, c'est deux écoles supplémentaires, 3 écoles supplémentaires qu'on peut potentiellement aller chercher avec ça. Fait que juste pour encore de la région métropolitaine de Calgary, c'est juste ça. Mais je peux respecter le processus. Je crois avec les nouveaux candidats qui vont ressortir là, après l'automne prochain, on va être capable de définir les choses. Mais on et devrait- que ça donne une réflexion. Mais je suis d'accord, mais on devrait quand même, comme conseil, être capable de s'ajuster avec le temps. On est conscient qu'il y a certaines régions qui grandissent de façon. Il reste que c'est les données. Merci. Alors, tout de suite après, Oui, merci, c'est Cam, puis après ça. Merci, Monsieur le Président. Alors, une question dans la même foulée à Monsieur Antoine. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle les projections statistiques se basent essentiellement sur les données de 2021 sans intégrer une croissance? On sait par exemple peut-être que dans la ville de Calgary, le taux de croissance annuel est de 2% démographiquement. Ça peut être de 3%. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte ces taux de croissance pour dire on est aujourd'hui à X nombre sur la base de 2021? Ce sera plus grand comme chiffre que juste les chiffres de 2021, il sera plus proche de la réalité.
Nous, on se base sur les chiffres qu'on avait au moment du recensement, puis on mentionne toujours que ce sont des, tu sais, on mentionne, c'est des chiffres de recensement 2021, puis quand il y a des sections écrites, on mentionne souvent que probablement que ces chiffres-là sont plus gros aujourd'hui. Donc, c'est un minimum 2021. Mais par contre, tu sais, on n'a pas extrapolé, on n'a pas tiré des conclusions de dire, ben, vu que la ville a augmenté de tant de pourcents, les francophones ont augmenté de tant de pourcents, tu sais, on se base toujours sur une base de chiffres qui est réelle, qui date de 2021. Mais après ça, je pense que, tu sais, je pense que le lecteur peut faire la part des choses en se disant, c'est un chiffre qui date de 2021, probablement que ce chiffre-là est plus élevé aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas voulu inventer, si je peux me permettre, là, des chiffres, là, ou, tu sais, extrapoler selon des calculs, hypothétiques, là. Donc, juste sur le point. Oui, mais on est en train, de mon point de vue, se tirer une balle dans le pied parce qu'on demande à quelqu'un à qui on demande de faire, lui donner un financement ou un budget, d'aller faire un travail supplémentaire. On pourrait le faire et puis, moi, je pense que ce serait un travail qu'on pourrait faire et juste de préciser les hypothèses ou les paramètres de projection qu'on a utilisés et être dans une meilleure position pour les décisions liées à nos écoles. C'est quoi? Moi, c'est pas pour défendre l'administration, mais je pense que c'était un sujet qu'on allait aborder. Et scientifiquement, moi, je travaille aussi avec les statistiques au travail. C'est comme ça fonctionne. On met toujours les statistiques de 2022. Le lecteur doit savoir que les statistiques sont périodiques et donc c'est avec ces statistiques-là qu'on travaille. Les statistiques avec lesquelles on travaille au Canada, ce sont les statistiques de StatCan et donc quand ça sort, ce sont ces chiffres-là qu'on considère jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles statistiques. Il y a toujours des sujets de discussion, les chiffres ont varié, mais on ne peut pas ajuster les chiffres de StatCan sans leur permission. Tu ne peux pas, parce que quand tu balances cette information, c'est considéré comme erroné. Ce n'est pas un statisticien. Donc, c'est une institution, on doit respecter les chiffres qui viennent de cette institution-là. Ce n'est pas parce qu'on va attendre les statistiques de 2026 et donc on va utiliser ces statistiques-là pendant 4 ans ou bien pendant 5 ans. C'est comme jusqu'à attendre les nouvelles statistiques qui sortent. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des données scientifiques, il faut les respecter. On a le même, dans le cas de mon travail, on a le même questionnement. C'est ce qu'on dit, ce sont des données, on les respecte jusqu'à ce qu'on donne nos diagnostics. C'est-à-dire que quand on met des statistiques, toujours on va écrire la date où ça a été publié en bas. Comme ça, on informe l'opinion publique que ce sont ces données qui ont été utilisées jusqu'à preuve du contraire. Merci aussi. Tu ne veux pas qu'on fasse le débat sur les statistiques? Il y avait aussi ma main levée. Mais est-ce qu'on peut partager les coquilles par courriel? Ça ne vous dérange pas. Moi, je voulais revenir sur l'école de Lethbridge. J'ai envoyé un courriel à propos de ça. Juste pour vous donner une idée un peu, les classes à l'école de Lethbridge, c'est une ancienne école, 1951. Les classes font 83 à 85 mètres carrés par classe. Moi, ma première maison n'était pas aussi grande que ça. Et c'est vraiment des grandes classes. Alors, quand on regarde, si on prend ces classes-là, et on dit on va avoir 23 à 24 élèves, on aurait 330 élèves maximum dans toute l'école. Ça, c'est inclus les classes secondaires, qui est quand même difficile pour nous d'avoir 23 étudiants dans nos classes secondaires parce qu'on a moins de chiffres. Alors, ici, on a 330 élèves maximum dans la réalité, mais parce que les classes sont tellement grandes, on est à 440 selon les capacités du gouvernement avec leur formule. Ce n'est pas une vraie réalité. Moi, j'avais déjà dit à l'administration que ça ne me dérange pas qu'on mette 440, mais dans le libellé, dans le paragraphe, qu'on explique que des vieilles écoles, ça veut dire très grandes classes, et la réalité présente, c'est pas qu'on est à une capacité de 50%, on est à une capacité de 75% si on regarde la réalité selon les classes, pas selon les pieds carrés. Alors ça, c'est mon point de vue. Le changement n'a pas été fait, c'est correct, je ne veux pas voter contre, là, mais je pense qu'on doit vendre notre histoire. Pourquoi c'est différent quand on a des vieilles écoles qu'on s'est fait donner, je ne dirais pas par pitié, mais qu'on s'est fait donner par seconde main parce que les autres écoles n'en voulaient plus. Alors, on a une école qu'on ne veut plus.
les écoles anglophones les quittent. Nous, on les prend parce que c'est tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Et là, l'école La Vérandrie est presque à capacité parce qu'on a des classes qui sont très, très, très grandes. Alors, je pense que même si on veut garder de la constance dans le document, qu'on utilise les normes du gouvernement dans la partie du haut, là, où est-ce qu'on a tous les chiffres, je pense que dans la partie de l'écrit, on peut le mentionner et on peut dire, on sait que c'est marqué 440, mais la réalité, c'est ça. Merci. Et c'est un document vivant. C'est qu'est-ce qui était vraiment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, mais le restant du document, absolument, on peut faire des ajustements au fur et à mesure, comme on a des discussions. Là, j'attends l'arrivée de retour des vacances pour M. Delouf avant de passer avec les suggestions qui ont été faites. Est-ce que ce commentaire peut parler en groupe, juste astérisque en bas du tableau, je vais l'avoir dans le texte. Oui, il y a beaucoup de place pour faire des commentaires. Là. Je pense que le texte est bon. En général, c'est un bon plan. Et il est vraiment beau. Félicitations, oui, Antoine, beau. Toi et plus facile à lire que l'ancien. Oui. Très beau. Un dernier commentaire, on passe au vote. Moi, je suis. OK. Le commentaire qui a été dit, mais quand même, les chiffres de 2024, c'est des chiffres que le fédéral a mis. Donc, on serait capable d'aller chercher ces chiffres-là pour différentes régions si on voudrait. C'est du fédéral. J'aimerais, si on n'est pas pour les utiliser, qu'on en fasse mention, par exemple, dans le document, qu'on est conscient qu'il y a ça qui s'est passé en 2024. Ça, pour l'instant, je serais confortable avec ça. Puis ça va nous permettre de jouer en fonction. Il faut comprendre que les données du census, là, quand on regarde de ce que j'ai compris du Capital Funding Manual, c'est des données que les francophones sur lesquelles on se base en partie. Les anglophones ont loin de se baser sur le census. C'est juste au niveau francophone, puis je pense que c'est excessivement limitatif pour nous jusqu'à un certain point. Puis je pense que c'est quelque chose qui va être important sur lequel on se penche. Est-ce qu'on se tire dans le pied ou est-ce qu'on regarde à plus long terme? Pour être sûr qu'on a des écoles qui, lorsqu'elles sont construites, on n'a plus besoin dans 2 ans de racheter des classes portatives. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Qu'on construise des écoles et qu'on soit super content parce qu'ils sont pleines pour acheter des classes portatives, ça ne marche pas. On devrait les avoir construites pour répondre à une croissance de la population et que ce ne soit pas seulement des classes portatives qu'on rajoute. Ça, c'est mon petit point que je voulais ajouter. Puis on n'est pas le seul conseil francophone à avoir ce problème-là. Et ça, c'est des discussions que, selon moi, je peux vous inviter, M. le Président, à avoir au niveau de la fédération, parce que pour moi, je parlais avec une présidente d'un autre des conseils scolaires qui disait qu'ils sont rentrés à l'école il y a 1 an, 2 ans, puis il faut tout de suite qu'ils rachètent des classes portatives. Ça n'a aucun bon sens qu'on fasse ça pour des francophones quand c'est pas nécessairement ce qui est fait au niveau anglophone. Il faut qu'on soit capable d'avoir nos infrastructures équivalentes dès le départ, avec des normes qui vont permettre une croissance sur plusieurs années. C'est effectivement simplement on a une croissance de 12-15% quand tu prends Alors, est-ce qu'une personne voudrait proposer une résolution qui fait l'approbation du rapport final du plan capital 2027-2030? C'est une question, c'est oui, je propose. Alors, conseiller Goa propose que le plan, qu'on approuve le rapport final du plan capital 2027-2030. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Un doigt. Pas comme un doigt. Merci. Alors, c'est passé. Non. C'est qu'à j'ai demandé une réunion pour discuter de la question de Canmore. J'ai hâte de pouvoir m'asseoir avec l'administration pour pouvoir en discuter. J'attends le retour. Parfait, merci. Alors, ça, on va prendre une pause avant de... On va prendre une pause. Et le prochain point, on a voté. C'était d'accord. OK. Alors, le prochain point, c'est le point 11. Alors, ça va être une proposition de huis clos. Alors, avec ceci, vu qu'on va être en huis clos, je pense qu'on va mettre fin à la présentation de ce soir avec l'enregistrement. Et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et on est tout le temps à l'écoute si vous avez des commentaires. Et avec ça, on va arrêter l'enregistrement et on va prendre une pause santé. On va remercier aussi l'administration d'être nous